Bien, bonjour à toutes et à tous. Comme chaque fois que nous nous rencontrons, donc je vous fais un rapport social sur les activités que nous menons pour votre compte. Donc nous sommes deux négociateurs au niveau de ces questions sociales. Il y a Jérôme Roisin qui est membre du conseil d'administration de la CNRA en charge des questions sociales, et moi-même, donc au titre de la FFRC, qui est aussi donc depuis quelques mois un mandat auprès de la CNRA pour ces questions. Donc nous formons un binôme à ce sujet-là. Il y a deux instances donc à laquelle nous participons, la CPPNI et les négociations de branche. La CPPNI, c'est un nom qui veut dire, enfin c'est un cycle qui veut dire Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. C'est un nom savant que le ministère a trouvé pour remplacer le nom de la commission mixte paritaire que vous avez connue avant, la CMP. Alors ce que je peux dire en termes de note d'ambiance, c'est que les négociations au sein de la CPPNI, donc, qui ont lieu depuis des dizaines d'années, se déroulent dans de bonnes conditions. Certes, on n'est pas toujours d'accord avec les organisations syndicales représentant les salariés. On a des points de désaccord marqués sur certains sujets. Mais globalement, elles se font dans le cadre d'un certain respect et on arrive à signer des accords. Bon, pas sur tout, mais on arrive à signer des accords. En revanche, les négociations paritaires de branche, ça correspond à une commande du ministère qui, comme vous le savez, est de réduire en France le nombre de conventions collectives. Je rappelle qu'il y avait à peu près entre 700 et 800 conventions collectives en France il y a une vingtaine d'années et que l'objectif du ministère est d'en avoir 200. Donc ça veut dire qu'effectivement, on nous incite à se rapprocher. Et ce qu'on appelle la commission de négociation branche élargie, c'est tout simplement d'ajouter aux organisations patronales que nous avons connues, évidemment, le secteur public, donc Radio France, et puis les grandes radios commerciales. Donc, ça modifie le panorama, aussi bien au niveau des organisations patronales, puisqu'on est loin d'être d'accord entre nous, donc ça complexifie nos préparations. Et puis, évidemment, les syndicats s'en donnent à cœur joie quand ils ont des représentants de Radio France en face d'eux. Ils sont en conflit, voire en grève de façon assez permanente, comme vous le constatez. Et donc, vous imaginez que ça ne favorise pas l'ambiance. Alors, j'évoquerai 4 points. L'activité de la CPPNI en 2022, les thématiques de négociation prévues pour 2023, et puis je ferai un petit bilan des négociations paritaires de branche, et je vous dirai aussi un mot des mesures de représentativité. Donc, l'activité de la CPPNI en 2022. Donc, il y a eu d'abord signature d'un accord unanime tant chez les OP que chez les OP organisations patronales que chez les organisations de salariés concernant les salaires minimums. Donc, c'est un accord du 12 avril dernier qui est entré en application le 1er août 2022 et nous avons augmenté de façon significative le salaire, le point A, de 4,90, vous avez peut-être été surpris, et de 0,3 le point B. Alors pourquoi cette augmentation massive? Il y a 2 raisons à ça. La première raison, c'est qu'on est suivi de près par le ministère du Travail, qui n'aime pas beaucoup les conventions collectives, qui ont des salaires de minimum de base pour leur coefficient le plus bas, c'est-à-dire pour nous, en gros, le coefficient 120, qui sont inférieurs au SMIC. Donc il y a des courriers réguliers qui sont adressés. Il y a 10% donc, des conventions collectives en France qui ont des salaires minimums inférieurs au SMIC. Donc, il faut qu'on avance dans ce domaine-là, on en a bien conscience, même si ce n'est pas simple. Et la deuxième raison, je ne vous fais pas un dessin, c'est l'inflation qui a quand même été forte en France cette année, en 2022, et qui justifie un réajustement. Donc, manque de chance, comme vous le voyez, on a fixé un salaire minimum, donc le 12 avril, lorsqu'on a signé cet accord, pour le coefficient 120, qui correspondait, suite à cette augmentation, à 1654,80. La valeur du SMIC à l'époque était de 1645, on était donc un peu au-dessus. Même la CGT pour demander 10% et la CFDT demandait 5%. Voilà. Mais malheureusement, vu les événements de l'inflation, le SMIC est passé à 1678,95 au mois d'août, donc on est déjà hors jeu. Et il est évident qu'il y aura vraisemblablement une nouvelle augmentation du SMIC décidée par le gouvernement au 4e trimestre 2022, eu égard au fort contexte inflationniste. Alors, le mot que j'ai indiqué, probable est déjà un mot dépassé. En fait, nous avons déjà reçu la demande de toutes les organisations syndicales d'une réouverture des négociations salariales. Et donc, j'ai une réunion demain après-midi à ce sujet-là. On a une CPPNI demain après-midi
pour évidemment dire, vous voyez, on est déjà dépassé par les événements, il ne faut pas attendre, surtout que, comme vous l'avez vu, quand on signe des accords, il faut attendre qu'ils soient étendus, et donc ça prend encore du temps, donc les salariés n'en ont pas le bénéfice de façon immédiate. Notre intention au niveau des organisations patronales est d'essayer de ne pas ouvrir demain de nouvelles négociations et plutôt d'essayer peut-être d'avancer un peu la négociation 2023. Enfin, c'est un peu cosmétique ce que je vous dis là, mais d'essayer de l'avancer en novembre-décembre pour essayer de gagner du temps, pour éviter d'avoir 2 négociations dans l'année. Voilà. Mais on va être obligé de continuer à faire augmenter ce point-là. Sachant que les chiffres de l'inflation prévus en France sont de l'ordre de 5,5 à 6%, le ministère des Finances nous dit qu'elle serait inférieure en 2023, mais enfin, nous verrons le moment venu. Voilà ce que je peux vous dire sur ce premier point, sur les salaires. Le deuxième sujet, c'est un accord que nous avons signé concernant le télétravail. On a signé le même jour, le 12 avril dernier. Le télétravail est un thème, comme vous le voyez, assez à la mode. Depuis le Covid, il est évident qu'il a constitué dans l'urgence de la crise un mode de travail bien utile et que maintenant les salariés demandent de plus en plus à ce que ce mode soit pérennisé. Ce que nous avons voulu faire, c'est un accord non pas normatif, pour ne pas vous gêner, mais un accord, je dirais, indicatif, qui permet aux petites radios qui veulent mettre en place le télétravail de ne pas avoir, entre guillemets, à négocier avec leurs salariés un accord. Ça prend du temps. Hein. On a mis presque une année pour négocier cet accord au niveau des organisations syndicales. Aujourd'hui, il est signé par la CNRA, par le CIRTI et le SNRL. Et il n'est pas signé par EFO. Il est signé par EFO, mais il n'est pas signé par la CFDT. Et il n'est pas signé par la CGT. Bon, la CGT, ce n'est pas surprenant. On était assez loin de leur demande. La CFDT, on est assez surpris. Notre accord fait l'objet de débats au sein du comité confédéral de la CFDT depuis le mois d'avril. On va essayer d'avoir leur réponse demain. Ce n'est pas sûr. On bute sur une question, à mon avis, tout à fait bête, qui est le fait que on n'a pas voulu, au niveau des organisations patronales, fixer une indemnité forfaitaire pour aider les salariés dans le télétravail. Ce qui, à mon avis, est une erreur, parce qu'on pouvait se contenter d'une indemnité forfaitaire réduite. Et je pense que c'est le point qui risque d'entraîner la non-signature de cet accord, en sachant bien entendu que, compte tenu du poids des organisations syndicales, si la CFDT ne signe pas cet accord, évidemment, l'accord est mort-né. Donc, je n'irai donc pas plus dans le détail, puisque je ne sais pas encore si cet accord va vivre. Mais vous le verrez si jamais on arrive à le faire signer. C'est un accord qui devrait vous aider et non pas vous gêner. Voilà. Le prochain rapport de branche, il est en cours de préparation avec audience. Il a été préparé à partir des données des radios de l'année 2021, excusez-moi, et devrait être discuté à partir du mois d'octobre. Là, on devrait commencer à discuter ce rapport de branche. C'est une obligation légale. On devrait le faire tous les ans, mais compte tenu de nos moyens, parce que ça coûte cher, un rapport de branche, on le fait tous les 4 ans. Hein. Pour le moment, le ministère ne nous dit pas grand-chose. Et donc, les syndicats, évidemment, s'en servent. C'est pour elles l'instrument, l'outil privilégié, puisqu'il y a tous les indicateurs, tant économiques que sociaux, qui permet, évidemment, aux syndicats d'émettre leurs requêtes, leurs demandes. C'est un rapport qui, cette année, a été enrichi de données concernant 2 thèmes qui ne vous surprendront pas. Le premier thème, l'égalité professionnelle homme-femme, qui est un vrai sujet dans ce pays, sur lequel on avance extrêmement lentement. Et donc, effectivement, on s'est engagé à donner plus d'indicateurs en la matière pour nourrir des négociations. Et puis, le deuxième sujet, c'est le télétravail aussi. Voilà. Voilà pour ce rapport de branche. Concernant les thématiques de négociation pour la CPPNI en 2023, premier sujet, évidemment, la négociation salariale qui va être chaude. Et puis, la révision de l'accord santé-prévoyance. Cet accord, vous en souvenez, on l'a signé, il a été applicable à partir, je crois, de 2016. Ce n'est pas un grand succès pour Audience, qui est l'organisme qui a été sélectionné pour être le porteur de cet accord que nous avons signé. Audience a aujourd'hui assez peu de sociétés de radio qui ont souscrit cet accord chez eux. Donc là, on va rentrer dans un énorme travail de revoir cet accord dans la mesure où on a déjà eu des réunions avec Audience avant l'été
c'est déficitaire sur la mutuelle, ce qui n'est pas étonnant parce que la consommation médicale s'est accrue, la sécurité sociale continue à se désengager, donc pas trop de surprises à ce sujet-là. Aujourd'hui, les garanties sont quand même assez bonnes dans l'accord qu'on a proposé et les cotisations sont assez réduites. Donc là, il faudra probablement revoir les choses. C'est plus grave au niveau de la prévoyance parce qu'il y a eu pas mal de mortalité pendant la période Covid et évidemment quelques morts par rapport à un nombre de cotisants qui n'est pas trop important, ça nous pénalise assez lourdement. Donc on reviendra sur le sujet. Concernant l'intéressement, c'est un sujet auquel les partenaires sociaux sont extrêmement attachés. Vous savez qu'il est très à la mode, que le gouvernement encourage énormément. Moi, je freine des cas de fer à ce sujet-là, je vous l'avais déjà dit, parce que l'intéressement, je ne vois pas d'abord l'intérêt d'un accord de... Autant je vois l'intérêt d'un accord de branche concernant le télétravail pour décrire un certain nombre de principes, autant je vois moins l'intérêt d'avoir un accord de branche au niveau de l'intéressement, parce que ça dépend tellement des modèles économiques de chaque radio. Après, il y a des discussions qui peuvent avoir lieu au niveau d'une radio, mais certainement pas, à mon sens, rapidement au niveau de la branche. Bon, peut-être qu'on sera obligé de le faire parce que je ne suis pas majoritaire dans cette attitude au niveau des partenaires patronaux. Moi, je leur dis simplement que profitons de l'effet d'aubaine des mesures que le président Macron a prises dès son accession au pouvoir en 2017. Il a pris des mesures qui permettent, comme vous le savez aujourd'hui, d'avoir ce qu'on appelle des primes Macron, qui au début s'appelaient les primes de pouvoir d'achat et qui aujourd'hui s'appellent les primes de partage de la valeur, qui nous permettent de donner aux salariés des primes sans cotisation sociale pour eux, sans impôt et sans cotisation sociale pour l'employeur, sauf pour les hauts salaires. Donc profitons de cet effet d'aubaine qui apparemment là, va durer jusqu'à déjà fin 2023 et on verra bien si ces mesures sont reconduites ou pas. Évidemment, si elles ne l'étaient pas, je pense que l'accord d'intéressement se posera avec plus acuité. Voilà pour les thématiques de la négociation pour 2023. Ensuite, je voudrais donc vous dire un mot des bilans des négociations paritaires de branche qui vise à la création d'une grande convention collective, comme vous l'avez vu, qui réunit les grandes radios commerciales, le secteur public et nos radios. Bon, c'est le mariage de la carpe et du lapin, puisqu'on parle de radios qui parfois ont des effectifs de 3 personnes, à Radio France qui a des effectifs de plusieurs milliers. Donc vous imaginez que les sujets sont compliqués à avancer. Donc je dirais que les organisations patronales historiques, celles dont je vous ai parlé tout à l'heure, sont affaiblies par le poids considérable du CMSP qui détient la majorité, donc qui évidemment est très pesant dans nos débats. Donc on a des réunions chaque semaine pour discuter entre nous et essayer de se mettre d'accord avant d'avoir les négociations avec les représentants du personnel. Les négociations paritaires sont peu efficaces, contrairement à celles de la CPPNI. Je reprends l'image de Michael ce matin. J'ai l'impression effectivement qu'on joue le jeu de Pénélope. On avance, on détricote ce qu'on a préparé d'une réunion à l'autre. La CGT dit qu'elle n'a pas compris. Elle a changé d'interlocuteur en cours de négociation. Enfin bon, tout est bon pour peu avancer. 46 réunions de 3 heures environ ont eu lieu depuis début novembre. On en a eu 2 ou 3 pour faire connaissance avant le Covid, donc entre novembre 2019 et mars 2020. Depuis, tout se passe en visio, ce qui complique encore les choses. Donc c'est un travail de Romain. On n'avance pas, ou très peu. Les thèmes en cours de discussion, je les ai cités. Il y a des thèmes qui ne sont pas très conflictuels, typologie de radio, droits syndicaux et paritarisme. Là, on respecte en gros les obligations légales. Le contrat de travail, CDI et CDD, pas trop de difficultés. Les institutions élues aussi. Où ça se gâte, c'est que dès qu'on aborde le sujet des métiers, évidemment, qui sont en pleine évolution et sur lesquels les demandes sont fortes, quand on évoque le problème aussi des classifications, évidemment des salaires minimums, donc niveau de rémunération, des questions d'ancienneté qui sont très prégnantes pour les syndicats et des catégories socio-professionnelles. Bon. En clair, les syndicats, à part la CGT, toutes les organisations syndicales aujourd'hui semblent assez mûres pour supprimer les catégories socio-professionnelles. Aujourd'hui, c'est qu'on a un système qui, depuis 1945,
il y a les cadres, les agents de maîtrise, les techniciens, les employés, les ouvriers. Et donc aujourd'hui, on va vers un monde qui rejoint un peu ce qui se passe dans les autres pays où on n'aurait qu'une seule catégorie professionnelle. Après, on distinguerait évidemment par la voie du salaire et de la classification. Et donc moi, je me bats pour qu'au moins on supprime, qu'on garde au moins les cadres et les non-cadres, sachant qu'on va être obligé de faire des concessions sur ce sujet. Voilà. Les thèmes à négocier, c'est l'apprentissage, la formation. La formation, c'est un thème très important pour les syndicats, vous l'imaginez. La gestion des emplois et des parcours professionnels qui a remplacé la GPEC. Le CDDU, alors le CDDU, on est en plein désaccord. C'est les contrats à durée déterminée d'usage qui sont très utiles dans notre profession. Le handicap, c'est un thème assez fédérateur, on ne devrait pas avoir de problème. La discrimination non plus. La qualité de vie au travail non plus. Et la santé au travail, je ne pense pas non plus. Alors, en général, le ministère donne 5 ans pour rebâtir une convention collective. Vous voyez qu'on arrive presque au bout de 3 ans et on est loin d'être au milieu du chemin. Donc, je pense qu'on va se faire taper sur les doigts, mais je pense que c'est impossible de faire mieux dans ce contexte-là. Le risque, quels sont-ils les risques? Alors, soit on se met d'accord in fine, bon, notre convention est signée, et c'est bien pour les partenaires sociaux peut-être. Deuxièmement, on s'enlise et le gouvernement peut décider, enfin le ministère du Travail peut décider l'extension de notre convention actuelle qui était interdite au secteur public et aux grandes radios commerciales. Il peut décider de garder notre convention collective et de l'étendre à ces 2 secteurs-là. Et il peut aussi, évidemment, nous faire fusionner avec d'autres conventions collectives. Et la grande tentation, notamment à la CGT, mais même à la CFDT, ça serait tout simplement que l'on rejoigne la convention de la télévision qui a été terminée l'année dernière. Et donc, on lutte effectivement pour ne pas arriver à cela. Donc, je ne peux pas vous dire quelle sera la fin du film. Je pense qu'il n'est pas encore... C'est pas encore pour demain, mais c'est des négociations, encore une fois, qui se déroulent dans un climat extrêmement pesant. Voilà. Sachant qu'on avait une convention qui était très scolectique. Je vous rappelle que contrairement à la convention des journalistes, la convention de la radiodiffusion, il n'y avait quasiment rien dedans. C'était très, très, très réduit. Je terminerai par les mesures de représentativité, les derniers chiffres de représentativité. Bon, la CFDT, 30% en gros, la CGT, 22%, donc 2 partenaires très importants. Solidaire, 15%, peu présent à la table des négociations. FO, peu présent à la table des négociations, 11%. L'UNSA, 8%. CFTC, un peu moins de 6%. Et la CGC, qui est absente, 5,57%. Concernant les OP, le CMSP, donc près de 60%, donc vous imaginez qu'il fait la loi, évidemment. Le CRGP, 10%. Faites les significations des acronymes. Je ne les connais pas par cœur. Radio France pour SMSP, les grandes radios commerciales pour le CRGP, SNRL, mais vous les connaissez tous, c'est les radios libres, près de 10%. Le CIRTI, radio commerciale, 7,75%. CNRA, nous les connaissons bien, 6,24%. CNRC 5,47 et SRN pour le moment n'est pas a loupé son dossier de représentativité pour le moment. Voilà, donc ce que je voulais vous dire de façon assez synthétique, je ne sais pas si vous avez des questions, parce qu'on pourrait passer la journée sur la convention collective, évidemment, mais ce n'est pas le but de notre réunion du jour. Une question que je souhaite poser, c'est sur en fait les fiches de poste et sur la qualification des postes au niveau des salaires. Est-ce qu'il va y avoir une évolution? Parce qu'il y a quand même des postes bien spécifiques pour nos radios. Est-ce que ça va disparaître dans cet énorme ensemble qui regroupe surtout le service public, qui a un poids quand même assez important? Parce que c'est assez... On peut craindre en fait que ce soit peut-être trop sectorisé au niveau de certaines missions, au niveau des fiches de poste, et que ça ne puisse pas correspondre en fait à notre salarié. Alors nous encourageons la polyvalence, donc on essaye de faire en sorte, pour défendre le modèle de nos radios associatives, on dit que de toute façon on est dans un monde où il faut être de plus en plus polyvalent.
Et par exemple, bon, la CGT, évidemment, est d'un avis tout à fait contraire. C'est-à-dire, quand on a mis en place les podcasts, elle a dit, mais non, c'est des qualifications nouvelles, etc. Donc la CGT arrive avec des palanquets de classification qui sont excessives. Et donc, nous, notre but, c'est effectivement d'arriver, certes, à tenir compte des évolutions technologiques. Donc, on aura plus probablement de métiers qu'on en avait aujourd'hui. Mais quand même de dire que dans nos petites radios, on ne peut pas... parce que chaque fois, ils en profitent pour upgrader, évidemment, pour dire mais oui, mais le salarié fait ci, fait ça, donc c'est plus tel coefficient, c'était l'autre. Alors, c'est un débat sans fin. Donc, je pense que ça va être compliqué. Ouais. Oui, je ne comprends pas très bien. Présentez-vous. Oui, Gabriel Francard de RCF Cœur de Champagne. Est-ce que vous vous rapprochez de SNRL? Parce que là, ça fait deux petites confédérations qui pèsent pas très lourd et ensemble, est-ce que vous avez des points communs? Parce que face au gros, je pense que l'émiettement nous est préjudice. Et je vois pas trop les écarts entre CNRA et SNRL. Alors, sur le fond, moi, je pense qu'on est assez différents. Enfin, ils défendent des objectifs qui sont assez différents de ceux qui sont défendus par la CNRA et par la FFRC. Mais ça, je pense qu'il y a d'autres intervenants dans cette salle qui seraient peut-être plus autorisés que moi à parler. Par contre, sur le plan social, je peux vous dire que moi, je suis assez proche donc des positions prises par Emmanuel Boutrin pour la défense. On est assez en ligne l'un et l'autre, évidemment avec Jérôme Roisin, bien sûr, pour la CNRA, pour défendre nos modèles économiques et nos radios à taille réduite. Et je dirais qu'il y a un certain nombre de salariés qui ont bien compris que nous étions créateurs d'emplois, et y compris la CGT l'a très bien compris, et la CFDT, bien entendu, et donc et la CFTC. Donc on n'est pas seul dans ce débat. Mais comme vous avez vu, le poids notamment du secteur public est colossal aujourd'hui, et donc ça rend les débats compliqués. Mais en tout cas, on est assez proche de la CNRL, et évidemment de la CNRA, bien sûr, sur les questions sociales. Juste une petite précision en ce qui concerne le SNRL. Sur plusieurs sujets, en fait, nous travaillons de concert. Nous avons créé une intersyndicale CNRA-SNRL. Ça concerne, par exemple, le fonds de soutien sur les discussions auprès de la Commission des finances, également sur tout l'aspect social, sur plusieurs sujets au niveau de l'ARCOM également, mais j'aurai le loisir d'en reparler tout à l'heure. Parfois, ça peut être divergent sur des petits sujets, mais sur des gros sujets, on peut quand même avoir une convergence de points de vue. C'est plus que nécessaire, bien évidemment, que l'on puisse travailler de concert avec le SNRL. Mais je tiens quand même à rappeler une seule chose, c'est que la CNRA, dans ses statuts, accepte les radios confessionnelles, les radios œcuméniques, ce qui n'est pas le cas du SNRL, qui a peut-être une vision plus étriquée de la laïcité. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Claude.